Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. Manuel Valls à Londres, le Premier ministre poursuit sa tournée pour relancer la croissance en Europe et il a redit en anglais son amour pour les entreprises devant un parterre d'hommes d'affaires et de banquiers réunis à la City, le cœur financier de la capitale britannique. Semaine cruciale au Sénat pour la répartition des postes les plus convoités après la présidence. Les appétits s'aiguisent dans chaque camp et les candidats se bousculent. On fera le point dans un instant avec notre chroniqueuse Tam Tranui. Les collectivités territoriales au régime sec, l'État prévoit de baisser leur dotation de 11 milliards d'euros entre 2015 et 2017. Quelles conséquences pour les élus? Peuvent-ils continuer à investir sans augmenter les impôts locaux? C'est le débat de ce 24 heures Sénat. Après Berlin la semaine dernière et Rome il y a un mois, Manuel Valls poursuit sa tournée pour relancer la croissance en Europe. Le Premier ministre était aujourd'hui à Londres pour rencontrer son homologue britannique David Cameron. Le récit de cette journée avec Sophie Normand-Couturier. Opération séduction, cette fois-ci devant la communauté financière britannique, mais avec toujours la même ode aux entreprises. J'aime les entreprises. Grâce à la traduction, vous l'entendez. Mais je vais le dire en anglais d'une autre manière, parce que c'est important de le dire ici à la Cité. My government is pro-business. En français, mon gouvernement est pro-business. Un message répété à 2 reprises au cours d'un discours qui aura notamment vanté l'attractivité de la France, invitant les financiers de la City à y investir. Mission ardue pour Manuel Valls, accueilli ce matin par son homologue britannique. Bien que nous soyons issus de familles politiques différentes, nous avons beaucoup à partager en termes d'expérience sur ce que nous devons faire. Alors oui, je suis ravi de vous accueillir ici. La rencontre se veut chaleureuse, mais il s'agit bien pour Manuel Valls de convaincre outre-Manche au moment où la France se voit reprocher de ne pas en faire assez pour réduire ses déficits. Alors oui, la France est engagée sur la voie d'importantes réformes qui, oui, finiront par rétablir compétitivité, croissance et comptes publics. Une détermination affichée qui devrait accompagner Manuel Valls aux Pays-Bas et au Luxembourg le 20 octobre prochain pour la poursuite de cette tournée européenne. Nicolas Sarkozy est de nouveau dans le collimateur de la justice. Des juges vont enquêter sur le paiement par l'UMP et des pénalités infligées à Nicolas Sarkozy après l'invalidation de ses comptes de campagne pour la présidentielle de 2012. Le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire pour abus de confiance, complicité et recel de ce délit. Sachez par ailleurs que dans l'affaire Big Malion, des fausses factures auraient été éditées avant 2012. La manif pour tous aura réussi son pari en parvenant à mobiliser hier dans plusieurs villes de France contre la gestation pour autrui. Le collectif a su imposer ses thèmes dans la campagne interne pour la présidence de l'UMP, exigeant des candidats des positions claires, Mounir Soussi et Jonathan Tessier. Des élus UMP dans la rue côte à côte contre la loi Taubira. Derrière cette image d'unité se cachent plusieurs lignes de fracture. 18 mois après la légalisation du mariage homosexuel, cette question sociétale agite toujours la droite, où les ténors n'ont pas les mêmes positions sur l'avenir de ce texte. Personnellement, moi je demande l'abrogation de la loi Taubira. Parce que ce que je vois, c'est que l'arrêt de la Cour de cassation, la CEDH, nous amène, si on laisse cette loi en état, vers la GPA, vers la PMA, vers la possibilité d'adoption par des couples homosexuels. Et je ne souhaite pas qu'on remette en cause cette conception de la filiation. Pour une grande partie de l'UMP, notamment François Fillon et ses proches, cette proposition n'est pas tenable. Il propose plutôt une réécriture de la loi. Bruno Le Maire, candidat à la présidence du parti, et Nathalie Kosciusko-Morizet se sont abstenus au moment du vote. Aujourd'hui, ils estiment qu'il est impossible de revenir en arrière. Je l'ai dit, je ne souhaite pas l'abrogation de cette loi. Je pense que ce serait ni une bonne chose sur le fond, ni d'ailleurs quelque chose de possible, parce que personne ne voit bien comment ça pourrait fonctionner. Ça veut dire qu'il y aurait des gens qui auraient été mariés. On ne peut pas les démarier, mais on n'en marierait plus de nouveau. Enfin bon. Pour trancher le débat, Hervé Mariton, en campagne pour la présidence du parti, propose de s'appuyer sur la base pour fixer la ligne. Au bout du compte, comment faire? Eh bien, après tout le débat que l'on veut, voter le vote des militants. Moi, ma position est claire. Et c'est sur cette position que je ferai voter les militants. Un scrutin sensible, car selon un récent sondage, 56% des sympathisants de l'UMP ne souhaitent pas revenir sur la loi Taubira. Une donnée qui pourrait expliquer l'absence de position tranchée de la part de Nicolas Sarkozy depuis son retour sur la scène politique. Semaine cruciale au Sénat pour la répartition des postes clés de président, de commission ou de vice-président. Nous vous en parlions la semaine dernière. Après le basculement à droite de la Haute Assemblée, les appétits s'aiguisent dans chaque camp. On fait le point avec Quentin Calmy.
Président de commission, c'est l'une des fonctions les plus importantes du Sénat. Mardi, 10h, lors des réunions de groupe, chaque sénateur choisira dans un premier temps la commission à laquelle il veut appartenir. Au groupe UMP, UDI et socialistes, il faudra également départager les candidats à la présidence de ces commissions. Réponse mercredi à 19h30 où seront officialisées les compositions des 7 commissions permanentes. Autre question à trancher cette semaine, qui pour commander et représenter le Sénat? Mercredi 15h, les 8 vice-présidents, les 14 secrétaires de séance et les 3 questeurs du Sénat seront désignés officiellement. Ils formeront ainsi avec le président Larcher le bureau du Sénat. Cette instance est chargée de diriger et d'organiser la Haute Assemblée. C'est elle, par exemple, qui peut modifier le règlement du Sénat ou encore décider de la levée d'immunité parlementaire d'un sénateur. Quant aux travaux de la Haute Assemblée, ils reprennent jeudi. Christian Eckert, secrétaire d'État au budget, devrait être auditionné par la nouvelle commission des finances du Sénat avant l'examen du budget. Dans le même temps, la commission des lois commencera à plancher sur un autre projet de loi, déjà voté à l'Assemblée, sur la lutte contre le terrorisme. Il est adopté. Enfin, autre projet de loi phare, la réforme territoriale et son deuxième volet, celui sur les compétences des collectivités. Il doit faire son retour dans l'hémicycle la semaine du 3 novembre. Le calendrier parlementaire s'annonce donc déjà très chargé. Tam Tranui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Tam. Bonsoir Delphine. Alors c'est cette semaine qu'on va y voir plus clair en ce qui concerne la gouvernance du Sénat et on peut dire eh bien, que c'est le bal des prétendants. Et oui, ça se bouscule au portillon. Imaginez par exemple rien que chez les socialistes, eh bien, il y a 21 candidats pour les 5 postes de secrétaire et pas moins de 10 candidats pour les 3 postes de vice-président. Il faut dire que ce sont des postes de prestige, des postes stratégiques avec en plus quelques à côté, les grands bureaux, des rémunérations améliorées. Et tout ça, eh bien, ça attire les sénateurs. Alors par exemple, la commission des finances, la plus prestigieuse des commissions, est très convoitée. Oui, a priori, donc la présidence de la commission des finances doit échoir au Parti socialiste, comme le veut l'usage, ça depuis 2011. Et on parle déjà de 3 candidats. Alors il y a déjà François Marc, qui fut rapporteur général du budget dernièrement. Il y a également Michel André, ex-vice-présidente de la commission des finances, mais aussi Nicole Bricq, qui a été rapporteure puis présidente de cette commission des finances pendant quelques mois, depuis septembre 2011 et jusqu'à ce qu'elle soit appelée au gouvernement en mai 2012. Même chose au niveau des rapporteurs généraux du budget, poste qui, lui, doit aller à l'UMP. On sait déjà que Philippe Marini, ex-président de la commission des finances, est candidat. Il y a aussi Fabienne Keller ou encore Albéric de Montgolfier. Et puis, il faut savoir qu'au nom du renouvellement, Philippe Marini n'est pas assuré d'avoir ce poste et que le suspense, pour l'instant, à ce sujet reste entier. Alors, il y a aussi des postes qui sont attribués d'avance. Oui, déjà pour parler de grandes personnalités du Sénat, très connues, il y a Jean-Claude Gaudin. C'est déjà acquis qu'il sera vice-président du Sénat. C'est d'ailleurs un poste qu'il a déjà occupé. Également Jean-Pierre Raffarin, qui est le candidat malheureux au plateau, qui lui doit arriver à la tête de la commission des affaires étrangères. Et puis sinon, on sait également qu'Alain Milon, sénateur UMP du Vaucluse, devrait devenir président de la commission des affaires sociales. Il sera notamment en charge de l'épineux budget de la sécurité sociale. Rappelons aussi qu'Alain Milon, c'est une voix qui tranche dans l'UMP. C'est une personnalité assez progressiste qui avait fait entendre une voix très personnelle sur des sujets comme la bioéthique, l'euthanasie, les mères porteuses. À l'inverse, certaines candidatures sont déjà très décriées. Et oui, par exemple, celle de Chantal Joanneau, ancienne secrétaire d'État à l'écologie. Elle est pressentie pour prendre la tête de la commission du développement durable. C'est l'une des 2 commissions qui doit échoir aux centristes, mais certains boycottent déjà ce choix. Il faut dire que cette ancienne du groupe UMP n'est pas très populaire parmi ses ex-collègues qui lui reprochent d'avoir été élue sous une étiquette, puis d'avoir beaucoup critiqué le groupe, puis de l'avoir quitté. À l'époque, ils avaient crié à la trahison. Merci beaucoup Tam, et pour plus de détails, notre site internet publicsénat.fr, l'article de François Vignal qui revient sur toutes ces candidatures. 24 heures Sénat, l'invité. Et notre invité ce soir, Jean-Yves Lecomte, bonsoir. Bonsoir. Alors que s'est ouverte ce matin la première session de l'Assemblée des Français de l'étranger dans son nouveau format. Vous êtes sénateur socialiste représentant les Français établis hors de France et vous aviez été le rapporteur de cette réforme. Alors elle a élargi le corps électoral des sénateurs et elle voulait favoriser davantage de proximité avec les expatriés. Est-ce qu'au regard des résultats des dernières sénatoriales, cette réforme a atteint son objectif ?
Par rapport à l'élection sénatoriale, bien sûr, puisque le corps électoral a été multiplié par plus de 3,5, ce qui permet d'être assuré d'avoir des grands électeurs qui sont plus proches des citoyens. Avant, nous avions 12 sénateurs élus par 155 grands électeurs. Les membres de l'Assemblée des Français de l'étranger, c'était faible. Avec cette réforme, donc il y a plus de 540 grands électeurs et ça permet de ce point de vue-là une avancée démocratique parce qu'il y a plus de grands électeurs et qui sont élus sur des circonscriptions plus petites. À l'époque, la droite avait dit cette réforme va favoriser la gauche. Finalement, le rapport de force reste quasiment inchangé. Sur le fond, effectivement, on s'aperçoit que probablement l'élection a le même résultat que si on l'avait fait dans les circonstances précédentes. 4 sénateurs à gauche, 8 pour la droite, ce qui représente les sénateurs. C'est effectivement le rapport de force qui était issu des précédentes élections et qui se rapproche. Mais si vous permettez, puisque aujourd'hui c'était la première fois que la nouvelle Assemblée, les nouveaux élus à l'Assemblée des Français de l'étranger, alors il y a 440 élus consulaires, 540 grands électeurs, parce que comme dans certaines mairies, en fait, il y a quelques grands électeurs dans les consulats où il y a énormément de Français. Les 440 conseillers consulaires élus dans 130 circonscriptions élisaient dans une quinzaine de circonscriptions des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger. Et là, je ne peux pas bouder mon plaisir ce soir d'annoncer que pour la première fois depuis son existence en 1946, l'Assemblée des Français de l'étranger est passée à gauche. Puisque c'est notre ami Marc Villard, membre du Parti Socialiste, qui a été élu cet après-midi président de l'Assemblée des Français de l'étranger. Qu'est-ce que ça va changer pour les 2 millions de Français expatriés ? Alors, ce que ça va changer, l'Assemblée des Français de l'étranger, aujourd'hui, va être quelque part le porte-parole de l'ensemble des conseils consulaires, des 130 conseils consulaires. Elle va pouvoir travailler sur des sujets transversaux et se préoccuper à la fois des politiques publiques que la France mène vis-à-vis des Français de l'étranger, que ce soit en termes d'enseignement, de protection sociale, de bourse scolaire, c'est-à-dire d'accès à la scolarité, d'accès au consulat, de faire éventuellement réfléchir aux évolutions en termes de politique vis-à-vis de l'état civil, passeport, sur toutes ces questions. Nous avons besoin, lorsque c'est préférable d'avoir, lorsque le gouvernement fait des évolutions législatives et réglementaires avec le Parlement, de connaître la manière dont les Français de l'étranger le perçoivent sur le terrain et leurs besoins. Et en même temps, sur tout ce qui est politique, expansion économique, présence économique de la France à l'étranger, présence culturelle, politique linguistique, les Français de l'étranger qui sont des acteurs, j'allais dire les acteurs de ces politiques. Sans les Français de l'étranger, il n'y a pas de présence économique de la France à l'étranger, il n'y a pas d'action de la France vis-à-vis de la francophonie ou de présence culturelle. Sur tous ces sujets, l'Assemblée des Français de l'étranger, dans sa nouvelle configuration, va pouvoir mieux aider les pouvoirs publics à développer les politiques que nous avons dans ces domaines et dont on sait que pour que la France trouve sa place dans la mondialisation, c'est absolument indispensable et les Français de l'étranger pourront mieux apporter leur pierre à cela. Donc il fallait la faire, cette réforme de l'Assemblée des Français de l'étranger. Il fallait la faire. Il y avait besoin d'un renouvellement. À partir du moment où on constatait que les Français de l'étranger, compte tenu de l'évolution des Français de l'étranger et de la sociologie de ceux-ci, qui de plus en plus sont binationaux, vivent sur des longues périodes dans des pays à l'étranger. Moi-même, j'ai vécu plus de 20 ans en Pologne et si je n'avais pas été élu au Sénat, probablement j'aurais continué à vivre et avoir ma vie professionnelle en Pologne. Ce genre de choses oblige à avoir une représentation spécifique dans les deux chambres du Parlement. Ça se passait au Sénat depuis le début de la 4e République et c'était donc important d'avoir aussi une représentation au niveau de l'Assemblée nationale. Ceci a été acté par la réforme de 2008, cela a été mis en œuvre en 2012, mais cela obligeait la représentation traditionnelle des Français de l'étranger, l'Assemblée des Français de l'étranger, à se renouveler. Et cette réforme a permis un renouvellement en termes de fonctionnement, parce que maintenant, chose importante, auparavant, c'était le ministre des Affaires étrangères qui présidait l'Assemblée des Français de l'étranger. Avec la réforme, le président de l'Assemblée des Français de l'étranger, il est élu par les élus. C'est-à-dire que finalement, on passe à un saut démocratique. Donc il y a une meilleure représentation. Il y a une meilleure représentation. Il y a un saut démocratique parce que l'Assemblée, avant, elle était présidée par le ministre qui était libre de choisir l'ordre du jour. Et maintenant, ça sera un président. Alors quand je dis c'est la première fois qu'il y a un président de gauche, c'est parce qu'en réalité, avant, nous avions un collège de 3 vice-présidents qui étaient toujours à majorité à droite. Eh bien, merci Jean-Yves Lecomte. On aura l'occasion d'en reparler. Donc l'Assemblée des Français de l'étranger, bien la session plénière, c'est toute la semaine. C'est toute la semaine et comme ce qui se passe au Sénat cette semaine, ils vont devoir recréer des commissions, etc. Et comme c'est une nouvelle Assemblée, ça va même être plus compliqué parce qu'il faut créer un nouveau règlement intérieur. Merci Jean-Yves Lecomte. On aura l'occasion d'en reparler. Voilà. Merci à vous. Merci 24 heures Sénat, le débat.
Les collectivités territoriales devront se serrer la ceinture. L'État leur demande de participer à l'effort collectif de redressement des comptes publics. Leur dotation globale de fonctionnement sera fortement diminuée dans les années à venir. Et déjà, certaines associations voient leurs subventions en baisse en raison du désengagement des collectivités locales. Voyez ce reportage de Cécile Sixou dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris. Et on se retrouve après avec nos invités pour le débat. Voilà. Mais... Mylène est bénévole de l'association Accueil Goutte d'Or. Depuis 5 ans, elle anime un atelier socio-linguistique, 3 heures de cours pour apprendre à parler, lire et écrire aux gens du quartier. Vous êtes toutes réunies, donc, comme on disait tout à l'heure, pour apprendre le français. Et ce qui nous importait pour commencer, c'était de savoir pourquoi vous vouliez apprendre le français. L'an dernier, cet atelier avait lieu 3 fois par semaine, mais restrictions budgétaires obligent. Cette année, il n'y a que 2 séances et l'association ne peut plus accepter toutes les demandes. C'est de plus en plus difficile de travailler avec moins d'argent alors que les besoins sont de plus en plus nombreux, à l'évidence, parce qu'il y a un certain nombre de salariés et qu'il faut bien louer des locaux de qualité si possible, être implanté dans le quartier. Donc financièrement, c'est vrai que les choses sont de plus en plus difficiles. De plus en plus difficiles, Christine Ledésert, la directrice de l'association, en sait quelque chose. En 2012, elle a dû licencier 2 personnes après avoir perdu des financements du département. Elle accueille donc les nouvelles annonces de restrictions budgétaires aux collectivités avec inquiétude. À chaque moment, moi je me dis, quelle est la mauvaise nouvelle qui va nous tomber dessus ? Alors, même si on essaye de créer, de mieux répondre aux besoins des habitants, de développer des actions, on n'est pas à l'abri de nouvelles baisses de financement qui peuvent nous amener un jour soit à devoir supprimer des actions et de perdre la globalité en fait, du projet en direction du quartier, soit de passer à un dépôt de bilan. Ne pas disparaître et garder les 15 emplois de l'association, Christine Ledésert ne veut pas être un dégât collatéral des décisions du gouvernement. Et on ouvre le débat de ce 24h Sénat avec nos invités ce soir. Caroline Cayeux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur UMP de l'Oise, maire de Beauvais. Merci d'être avec nous. Avec nous également sur ce plateau, Michel Berson, sénateur PS de l'Essonne, ancien président du Conseil général de ce département. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors on le voit, c'est l'actualité. Les collectivités territoriales doivent se serrer la ceinture. Dans un contexte de crise, Caroline Cayeux, ce qui n'est pas normal qu'elle participe également à l'effort de redressement des comptes publics. Mais je n'ai jamais contesté l'effort que nous devions faire, mais rigueur, c'est une obligation pour les maires, mais austérité, ça devient dramatique. Ça devient dramatique pour plusieurs raisons. D'abord parce que cette annonce brutale du Premier ministre au lendemain des municipales, au lendemain, j'allais dire, de l'échec patent des municipales pour la gauche, il annonce une nouvelle baisse après celle de Jean-Marc Ayrault qui faisait déjà 4,5 milliards. Il annonce 11 milliards sur les 3 années qui viennent. Donc, si vous voulez, c'est à la fois non concerté, à la fois brutal, et puis en plus, cela va induire beaucoup de baisses dans nos investissements. On va y venir sur les conséquences. Oui. Michel Berson, une réaction, c'est vrai qu'il y a quand même peut-être un dérapage aussi des finances publiques au niveau local. Vous qui avez été à la tête d'un département, est-ce que vous reconnaissez qu'il y a peut-être un dérapage ? Je ne parlerai peut-être pas de dérapage, mais certaines dépenses dans certaines collectivités n'étaient pas toujours très bien maîtrisées. C'est vrai, il faut le reconnaître, mais c'est pas pour cette raison qu'aujourd'hui, l'effort qui doit être réalisé par les collectivités territoriales doit être à un niveau un peu plus élevé que par le passé. Parce que nous sommes en crise, parce qu'il n'y a plus de croissance. Et lorsqu'il n'y a plus de croissance, eh bien, il y a une baisse forte, très forte, des recettes de l'État et par conséquent un accroissement des déficits. Donc tout le monde doit faire un effort. Et donc tout le monde doit faire un effort et cet effort doit être bien réparti, il doit être équitable, il doit être juste. Et c'est le cas. L'effort qui est demandé aux collectivités territoriales est, je dirais, en proportion du poids que représentent les collectivités territoriales dans l'ensemble des dépenses publiques. On ne leur demande pas plus.
Caroline Cayeux, autant. On en demande trop aux collectivités, aux communes, aux départements, aux régions. Plus. Et non seulement on nous baisse nos dotations, mais en plus nous devons assumer les rythmes scolaires, de nouvelles dépenses, des normes de plus en plus importantes. Et regardez, même Martine Aubry sonne l'alarme et annonce un crève-cœur pour elle d'arrêter le logement. J'ai là son intervention récemment, hier. Oui, mais les associations à Beauvais et dans la Fédération des villes de France que j'ai l'honneur de présider, 63% des collectivités sont en train de baisser leurs investissements. Donc, vous savez ce que ça veut dire. Effectivement, Michel Berson, les collectivités territoriales, eh bien, si elles ont moins de dotations de la part de l'État, elles risquent de ne plus investir, alors qu'aujourd'hui, elles sont moteurs de croissance aussi, ces collectivités. Il y a deux types de dépenses. Il y a les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. Pourquoi songer, lorsqu'il y a, je dirais, un tassement des dépenses, pourquoi songer à diminuer d'emblée les investissements et on peut aussi réaliser des économies sur le fonctionnement. Il n'y a aucune raison. Des réductions de personnel, par exemple, Michel Berson? Réduction de personnel, pas nécessairement, encore qu'il y a certainement des marges. Il y a certainement des marges. Je suis bien placé pour le savoir. J'ai présidé pendant 13 ans le Conseil général de l'Essonne et je sais qu'il y a des marges chaque année que l'on peut mettre à profit pour précisément atteindre ces objectifs. Donc oui, la situation est difficile, mais elle est difficile pour tout le monde et par conséquent, il faut faire un effort. C'est indispensable. L'économie de 50 milliards d'euros, je dirais, est incontournable. Et 11 milliards sur les 50, eh bien 11... C'est quoi, à peu près 20%. C'est ce que représentent les collectivités territoriales dans les dépenses. 11 milliards, chers collègues, c'est quand même énorme pour les villes. À Beauvais, par exemple, nous allons baisser de 30% nos investissements. Nous allons renoncer à un théâtre. Nous allons renoncer à un certain nombre de projets. Non, nous allons renoncer. Et je vois que mes collègues dans les villes de France, 63% vont arrêter leurs investissements. Ici, c'est un stade. Là, c'est un centre de congrès. Et forcément, vous me dites, on ne va pas arrêter baisser le fonctionnement. Vous n'avez pas de marge de manœuvre, c'est ce qu'avait l'air de dire Michel Berson. Au fil des années, nous n'en aurons plus. Il n'y a aucune capacité d'autofinancement de la part des communes. Nous avons une gestion rigoureuse et nous sommes prêts à partager l'effort de solidarité qu'il faut faire. Seulement, cette décision brutale, sans aucune concertation, est complètement inconcevable, dramatique. Elle va entraîner des abandons totaux, des pans d'intervention. La dotation globale de fonctionnement n'est pas la seule ressource des communes. Caroline Cayeux, il y a également les impôts locaux, les emprunts. Mais beaucoup de mes collègues ont refusé d'augmenter leurs impôts locaux, se sont engagés, comme moi-même, dans le courant du mandat pour ne pas les bouger. Donc nous allons être obligés de faire plus avec beaucoup moins. Et je ne parle pas de la réforme des collectivités, de la réforme territoriale. Regardez, moi je voudrais dire à mon collègue que finalement le conseiller territorial était la source d'économie, était la bonne Nicolas Sarkozy, une fusion du conseiller général et du conseiller régional. Vous multipliez par 2 les électeurs, enfin les candidats, les conseils généraux. Mais si, vous avez divisé par 2 les cantons, mais vous mettez par 2 avec un homme et une femme. Ça ne change pas. Le nombre de conseillers territoriaux ne changera pas. Donc vous ne faites pas l'économie. Diminuant le nombre. Mais bien sûr que si. C'est ce qui coûte cher les élus, Michel Berson. Mais non, les indemnités des élus, c'est dérisoire par rapport au montant du budget des collectivités territoriales. Oui, mais ça faisait glisser le conseil général vers la région. Non, n'ayons pas de débat Michel démagogique. Berson, est-ce que vous pensez que de nombreux maires, de nombreux présidents de conseils généraux ou régionaux vont devoir augmenter les impôts, notamment pour les maires, les impôts locaux, taxes foncières, taxes d'habitation? Écoutez, chaque collectivité est libre d'augmenter ou non ses impôts en fonction des investissements qu'elle réalise et des services qu'elle crée. Je ne sais pas. On ne va plus être tellement libre. Mais si. C'est le service public qui va malheureusement trinquer. Le service au public. Je pense qu'on exagère beaucoup. Les dotations de l'État, c'est quoi? C'est un peu plus de 25% des recettes de l'ensemble des collectivités. Un peu plus de 25%. Les 75% ou 73, 74% restants, ils vont rester, ils vont rester, je dirais, tout à fait dans l'épure que nous connaissons depuis des années et des années, avec des bases fiscales qui continueront, quoi qu'on en dise,
a augmenté et par conséquent, les recettes globales des collectivités, certes, vont moins augmenter, mais elles vont continuer à augmenter. Ne disons pas que les recettes des collectivités vont baisser. Il y a des capacités d'autofinancement qui perdurent, Michel Berson. Et pourquoi est-ce que, j'allais dire, vos collègues dans la majorité aujourd'hui sont alarmés comme nous? J'allais dire, c'est un débat qui est transversal. Nous sommes tous dans les maires de France. Mon coprésident de la Fédération des villes moyennes, Jean-François Debac, qui est le maire de Bourg-en-Bresse, il partage notre analyse. Cette baisse drastique va tuer l'emploi, va tuer l'investissement des collectivités qui représentent 70% de l'investissement en France. Et donc, à ce titre, demain, par exemple, sur la ville de Beauvais, 32 millions d'investissement en moins, c'est 320 emplois sur le territoire qui vont être ou conservés, ou abandonnés, ou supprimés. Donc j'estime que c'est extrêmement grave. La a énormément recruté. Aujourd'hui, ça représente 1,8 million 800 000 beaucoup d'élus. Donc il n'y a pas eu de dérive, de dérapage en matière de personnel. Moi, je ne crois pas. En tout cas, en ce qui nous concerne à Beauvais, nous avons mutualisé avec la communauté d'agglomération. Nous avons fait une gestion prévisionnelle des effectifs. Nous avons fait de la mobilité interne. Donc aujourd'hui, nous gérons avec rigueur, mais nous ne gérons pas une crise d'austérité que je trouve vraiment très angoissante. Il n'y a pas des pistes quand même pour faire des économies, Caroline Cayeux? On a pu voir, est-ce qu'il n'y a pas des pistes pour faire des économies? Néanmoins, on a pu voir la mutualisation de certains services, des polices municipales par exemple. Mais la mutualisation à Beauvais, ça a un sens. Nous avons un seul directeur général des services, un seul directeur des finances, un seul directeur des ressources humaines. Mais il est clair que sur le fonctionnement, nous venons déjà de demander aux associations d'accepter moins 10% sur leurs enveloppes, qu'elles soient sportives, qu'elles soient culturelles. Donc ce sont des pans entiers de la vie municipale et des services à nos publics, à nos concitoyens, sur lesquels nous allons être obligés de revenir. Michel Berson, effectivement, on l'a vu dans le reportage, les associations sont les premières touchées déjà par cette baisse des dotations. Alors, qu'est-ce qu'on leur dit? Non, écoutez, je pense qu'il faut être raisonnable. Et il faut être mesuré dans ses propos. Si je prends l'année 2013, les dépenses des collectivités territoriales, c'est-à-dire les communes, les intercommunalités, les départements, les régions, ces dépenses ont augmenté de 3,4%. De 3. Peut-être, mais non, pas non, chez de 3,4%, alors que les Ah, recettes n'ont augmenté que de 1%. Vous êtes un bon soldat, cher collègue, un bon soldat du gouvernement. Les communes, et plus encore les intercommunalités, ont beaucoup embauché. Non, beaucoup, mais si. Regardez les donc il y a peut-être des économies à faire. Et par conséquent, merci Michel Berson, merci. Pour les années qui viennent, il y aura effectivement une plus grande maîtrise des dépenses et notamment des dépenses de personnel. Il va falloir davantage maîtriser ce chapitre. C'est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord. C'est la fin de ce débat. Merci à vous d'avoir été les invités de ces 24 heures Sénat. On aura bien entendu l'occasion d'en reparler. Et puis une dernière information qui concerne la réforme territoriale. Le Premier ministre Manuel Valls s'est dit disposé à renégocier le cas de l'Alsace. C'est Philippe Richert qui le dit. Le président UMP de la région fait état d'une rencontre en ce sens vendredi dernier avec 6 autres présidents de région. Eh bien voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 22h, Sonia Mabrouk. Très bonne soirée et à demain.